Alors, on arrive sur la fin de cette journée. Et quand on s'approche de la fin, en règle générale, on essaie de résumer ou de condenser ou de reprendre un peu tout ce que vous avez vu pendant la journée. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, maintenant, on va passer de tout ce qu'on a pu voir dans des sujets spécifiques, IA, automatisation, démo de la plateforme, technologie, un petit peu de cette théorie-là à la pratique. Comment est-ce qu'on peut infuser ça chez vous? Comment est-ce que du coup, on peut commencer à implémenter ce type-là de technologie, de process, d'approche modernisée de la sécurité opérationnelle? Donc là, c'est vraiment dans cette session qu'on va essayer d'aborder le liant de ce qui fait qu'aujourd'hui, on a amené ce type de technologie et ce type de pratique chez nos clients et que nos partenaires accompagnent cette démarche chez les clients et pour lesquels en fait on travaille de façon collaborative. Donc on a vraiment, par rapport à ce que disait Jonathan, par rapport à ce que disait Thibaut ce matin également, tout ça part de notre propre expérience. D'accord? Donc chez Google, même principe, même problème, même combat. On doit sécuriser les infrastructures d'Alphabet, du groupe, de toutes les entités. On doit sécuriser tous les services qui sont consommés par tous les utilisateurs dans le monde. Et donc on a les mêmes contraintes, les mêmes difficultés. Et donc on a essayé de trouver comment adresser cette augmentation finalement du type d'attaque, la complexification, l'accélération. Et donc typiquement l'utilisation de l'IA, autant d'un point de vue attaquant que d'un point de vue défensif. Et donc, il faut arriver à s'adapter. Et donc, c'est ce type-là de pratique qui amène cette théorie et cette technologie à quelque chose de concret. Donc, les pratiques qu'on a essayé de mettre en place chez nous, à travers un peu des méthodes, on essaye, try and fail, dès que ça fail, on teste différemment, c'est se concentrer un petit peu de pratiques qu'on va essayer d'échanger pendant ces 20 minutes. Et pour y avoir des questions en fin de session. Donc Thibaut en parlait ce matin. Ce graphe que vous avez pu voir ce matin, en fait, ça représente cette journée qu'on a traversée chez Google. Donc on avait en 2015 un coût finalement à l'événement. Donc un événement, un incident, une alerte, en tout cas une levée de doute à faire, coûte, ça nous coûte forcément à toute entité. Dès qu'on va avoir un événement, avant qu'on puisse vraiment savoir si ça correspond à une attaque, quelque chose d'avéré, ou en tout cas quelque chose qu'il va falloir investiguer, il faut lever le doute. Et donc, pour chacun de ces événements, on a un coût opérationnel, un coût humain, un coût associé à de la technologie. Et donc, ce coût global, on pouvait voir que par rapport à ce nombre d'incidents qui était plutôt faible, ce coût était élevé. Et ce que tout le monde a pu constater, c'est que ces attaques se sont complexifiées, accélérées et diversifiées. Et en même temps, à travers les ans, la surface s'est ouverte. Donc, on consomme du service à l'extérieur, du cloud, du service SaaS, et des services qui sont toujours plus critiques. Je vais mettre dans le SaaS mon service de ressources humaines, mon CRM, des ressources qui sont vraiment critiques. Donc ce type-là d'ouverture du système d'information et des services aux attaquants devient clairement en fait un enjeu. Et donc toutes ces levées d'alerte qui vont être faites, toutes ces levées d'événements qu'il va falloir investiguer, ce que vous avez pu voir ce matin, c'est qu'effectivement la clé pour pouvoir réduire ce coût de façon opérationnelle et de pouvoir maintenir du côté humain, du côté des équipes de sécurité opérationnelle, de pouvoir maintenir cette activité, il faut automatiser. Ça, c'est la clé, c'est l'enjeu, c'est ce qu'on a essayé d'explorer, c'est ce qu'on a mis en place de façon intensive, en tout cas chez Google, c'est cette automatisation. Cette automatisation, on a pu le voir dans la démo, participe avec différents facteurs. Typiquement, l'IA va venir aider l'automatisation avec le passage de la fiche réflexe semi-manuelle ou en tout cas processée avec des actions humaines. On va passer à de l'automatisation et de l'orchestration. Je prends ma fiche réflexe, j'identifie toutes les étapes et je mets ça à travers technologiquement une capacité d'aller interagir avec le SI. Ça ne remplace pas l'humain, ça permet en fait de lever le travail répétitif de l'analyste pour lui permettre de se concentrer sur des tâches plus proactives. Cette libération du temps fait qu'en fait, on va pouvoir se concentrer sur, la menace, comme on a pu le voir avec APT43. On avait cette fiche qui était sur Mandiant Advantage ou sur VirusTotal. On a de l'information. Pour pouvoir opérationnaliser cette information, il faut du temps. Et pour avoir du temps, il faut se libérer du temps. Pour se libérer du temps, il faut automatiser le maximum possible dans les tâches quotidiennes de l'équipe de sécurité opérationnelle. Ça, c'est vraiment la clé. Et donc, pour y arriver, on a pu voir différentes technologies. On vous a montré effectivement Chronicle. Mais ce qui va faire le lien entre cet enjeu de libérer du temps
et la technologie qui va permettre d'accélérer cette libération possible du temps, c'est un process. Et chez Google, on a appelé ça en fait Continuous Detection et Continuous Response. Et on retrouve en fait, pour ceux qui font un peu d'IT-Ops, on retrouve finalement les principes qu'a vécu l'IT avec les développeurs. D'accord ? Donc toute l'initiative DevOps suit cette même tendance. On essaie d'automatiser. Et on a vécu la même chose côté IT. Cette notion d'automatisation, d'industrialisation, ça va enlever des métiers. Non, pas du tout, parce que du coup, ça a développé d'autres compétences. Ça a ouvert en fait la façon dont on opérait quotidiennement les tâches qu'on avait à réaliser et de pouvoir en fait diversifier finalement son métier au quotidien. Donc typiquement la Threat Intel, qui est plutôt émergente et nouvelle, pour pouvoir en bénéficier, pouvoir se concentrer sur ce type-là de connaissances et opérationnaliser cette connaissance dans les technologies, en détection et en réponse, il faut pouvoir ouvrir ces nouveaux métiers. Et pour ça, encore une fois, il faut libérer du temps. On retrouve en fait dans cette roue l'élément le plus important qui a fait la différence côté DevOps, c'est la partie en vert ici, qui est vraiment sur la partie continuous feedback, ou feedback tout court en fait. Cette notion en fait où aujourd'hui on est dans la course du quotidien, donc on a vu, on essaye de se déplacer d'alerte pour passer vers quelque chose de plus orienté autour de la menace, ça c'est une première chose. Mais ce qui est encore plus important dans l'entreprise, c'est d'arriver à communiquer sur l'activité de la cyber au quotidien. Parce qu'en règle générale, la cyber jusqu'à aujourd'hui, c'est vu comme la personne qui vient dire le mot de passe, il faisait 4 caractères, et maintenant il va en faire 12. Et puis surtout, de 12, vous ne pourrez plus utiliser le même sur les 15 derniers mois. Il faudra à chaque fois un nouveau mot de passe. Et surtout, des majuscules, des minuscules et tout un tas d'horreurs. Ce qui fait qu'en fait, l'équipe cyber aujourd'hui était plutôt dans une posture de amener des bonnes pratiques de sécurité qui étaient du coup des contraintes du point de vue de l'utilisateur. Donc on a finalement un organe vital de l'entreprise qui est vu plutôt comme une source de contraintes et de difficultés. Pour arriver à changer cette perception, il faut que cette activité que l'équipe a au quotidien puisse être communiquée de façon globale dans l'entreprise à différents acteurs. Et on le verra, il y a des petits exemples après de comment on a un petit peu implémenté ça pour cette notion de communication. Mais cette communication est vitale. Et c'est vraiment cet élément-là qu'on essaye à travers différents ateliers qu'on va être amené à délivrer en partenariat avec Sphère pour amener ce type-là de pratiques et de finalement se poser la question de comment on pourrait faire évoluer son propre process en interne. Le but dans ces partages, c'est pas de dire ce qu'on fait, il faut le changer et on va tout renouveler. C'est de se dire, aujourd'hui, je fais comme ça. Et effectivement, il y a ces façons de faire qui pourraient être infusées dans mes pratiques quotidiennes et qui pourraient faire évoluer certains types d'activités. Donc cette partie feedback, elle est clé et elle va amener l'amélioration continue. C'est typiquement la clé de ce qu'a vécu DevOps du côté ITOps, c'est cette amélioration continue. C'est cette accélération du fait que la menace évolue en permanence. Avec l'arrivée de l'IA, c'est juste un carnage. On crée des malwares tous les jours d'une complexité phénoménale et c'est même plus des humains qui le font. Donc pour arriver à pouvoir toujours plus réduire ce mean time to respond, le temps nécessaire pour pouvoir répondre à une menace connue ou à une nouvelle menace inconnue, il faut cette notion d'amélioration continue. Ça veut dire, si j'ai une nouvelle CVE, si j'ai une nouvelle connaissance de menace, il faut que mon process de sécurité opérationnelle puisse rapidement prendre en compte l'élément nécessaire pour le traiter. Une nouvelle source de données. Par exemple, j'ai une nouvelle faille qui arrive, elle me demande tel type de données qui aujourd'hui n'est pas collecté. Il faut que rapidement l'équipe puisse mettre en place la collecte, le traitement, l'enrichissement et l'association de la réponse orchestrée de la fiche réflexe qui pourrait venir traiter cette nouvelle menace. Pour arriver à faire ça de façon efficace, il faut arriver à mettre en place cette évolution de pratique pour pouvoir générer en fait ces évolutions et ces nouveautés qui n'arrêtent pas d'arriver en permanence. Donc dans cette roue, on retrouve le plus important qui est le liant, qui aujourd'hui fait défaut et qui est celui pour lequel on manque de temps, cette notion de feedback, on verra plus tard, toujours plus tard en fait. Et en fait, on se rend compte qu'on n'y arrive jamais. Mais ça ne viendra pas remplacer les trois les plus importants qui sont la visibilité, au sens global, d'arriver à avoir une vue complète du SI et de ce qui s'y passe. Ça veut dire
bien sûr le on-prem historique, mais également toute la partie cloud, mais encore plus toute la partie SaaS. Parce que si j'ai une compromission de compte, des mouvements latéraux, une utilisation du coup de services SaaS, il faut que je puisse savoir que sur le SaaS, tel compte compromis a eu accès à telle donnée. Pour reconstruire cette timeline d'événements, j'ai besoin de la visibilité. La visibilité nécessite une plateforme qui soit capable de collecter l'intégralité de ce qui se passe. Ce qui fait défaut aujourd'hui en termes de technologie, c'est effectivement de pouvoir avoir les tuyaux nécessaires et la capacité de pouvoir stocker et traiter cette donnée sur un temps qui soit nécessaire pour pouvoir lever ces signaux faibles et ces types-là de comportements. Donc en règle générale, 1 an, c'est ce qu'on demande aux plateformes, ce qui est assez difficile à atteindre. Ce que l'on propose du coup avec la plateforme Chronicle. Visibilité. Ensuite, bien sûr, l'analytique. C'est bien de collecter, c'est bien d'avoir la donnée, mais ensuite, il faut pouvoir l'analyser. Donc la capacité d'analytique, ça va être vraiment la capacité de pouvoir plus facilement mettre en place ces détections. Dans un langage plus naturel, on a pu le voir rapidement dans la démonstration, on amène un langage qui se veut descriptif plutôt qu'exploratoire de la donnée. Et ensuite, la réponse. Donc on retrouve la visibilité, l'analytique et la partie réponse. La réponse, c'est ce qu'on a dit, c'est vraiment aujourd'hui l'élément clé pour libérer le temps nécessaire pour pouvoir passer dans une posture plus proactive. Donc ça, c'est le cœur de cette méthode en fait que l'on partage aujourd'hui, pour lequel Sphere nous accompagne chez les clients pour effectivement, en plus de technologie dont vous pourriez effectivement faire l'acquisition, c'est également cette notion de process et d'évolution des pratiques qu'on va partager. Puisque la technologie, elle est là pour accélérer ces évolutions dans les pratiques. Hop, donc ça, c'est les enjeux, c'est ce que je disais du coup. C'est vraiment les enjeux de ces 4 éléments, hein, la visibilité, l'analytique, la partie réponse, qui est le cœur du temps qu'on va pouvoir libérer, et la notion d'amélioration continue avec le feedback, qui est un peu oublié dans tout ça. Donc on va traverser finalement, pour passer de cette partie théorique à la pratique, on va se concentrer sur la partie process, la partie people, donc toute la partie équipe qui va opérer, donc les évolutions qu'on va pouvoir y amener, et la partie technologique. Donc la partie technologique, on l'a vu juste précédemment. Là, dans la partie process, je viens d'en parler, c'est vraiment l'implémentation de cette partie, commencer à explorer continuous detection, continuous response. Et ensuite, cette partie proactive. Proactive avec l'automatisation, la prise en compte de la connaissance sur la menace, et pouvoir commencer à faire évoluer sa posture de sécurité de façon ciblée. Donc là, on se dit, OK, maintenant, aujourd'hui, je suis dans tel secteur d'activité, tel acteur, telle façon d'attaquer, tel comportement. J'adapte ma posture en fonction. Là, je deviens beaucoup plus précis, beaucoup plus ciblé en ayant cette connaissance. Du point de vue des équipes, et je l'illustrerai un peu plus loin, du point de vue des équipes opérationnelles, on va avoir des évolutions très intéressantes qui vont permettre un peu d'ouvrir effectivement le quotidien de chacun et de faire évoluer un peu comme on l'a vu aussi côté ITOps, de faire évoluer en fait sous forme de connaissances plutôt que de rôles spécifiques. Donc moi, je fais que de l'automatisation, moi, je fais que de la détection, moi, je fais que du data onboarding, je fais que du reporting. L'idée, c'est de casser ces silos habituels qu'on peut retrouver en termes de connaissances pour les équipes et de passer ça sous forme de compétences. Donc on va découper en skills ces grandes thématiques et c'est ces skills-là qui vont être distribués en fait entre chacun. Et là, on va avoir une façon différente de faire évoluer le quotidien des analystes. On va pouvoir faire monter en compétence sur des skills spécifiques dans l'équipe des personnes qui avant se retrouvaient plutôt dans un rôle particulier. Le fait de casser ces silos et d'ouvrir sous forme de compétences, ça permet de fluidifier le quotidien et de pouvoir répondre plus facilement quand on a une accélération pour, par exemple, une nouvelle menace pour laquelle il faut rapidement pouvoir onboarder une source, créer un parseur, etc. Le fait que ce soit des compétences qui ont été découpées et distribuées, ça amène plus de flexibilité au sein des équipes. Et je l'illustrerai juste après. En termes de technologie, pas besoin de prendre plus de temps. Vous l'avez vu du coup en implémentation dans la démonstration précédente. On va retrouver finalement comme élément clé la prise en compte du MITRE ATT&CK. Donc ça, c'est un peu le langage universel qui permet de plus rapidement communiquer et de se dire, voilà, la posture de sécurité aujourd'hui,
par rapport au MITRE ATT&CK, je me positionne de telle façon, je peux faire évoluer ma posture en fonction des besoins et en fonction un peu des priorités que je me donne. C'est un petit peu le framework qui nous permet un petit peu de construire cette feuille de route et de se projeter et d'avoir un langage plus simple d'appréhension entre les équipes techniques et les organes pour lesquels on ferait une communication, donc le board, etc., où on vulgarise un petit peu la posture de sécurité. On va dire, voilà, on va se positionner de telle façon, on va pouvoir bloquer tel type d'attaque, etc. C'est plus accessible pour, on va dire, le commun des mortels. Donc c'est important de pouvoir s'aligner. Aujourd'hui, tout l'écosystème d'éditeurs du marché, en règle générale, s'est aligné sur ce vocabulaire-là, du MITRE ATT&CK. Donc c'est un des éléments qui permet vraiment de fluidifier et de se dire, voilà, on part sur tel enjeu, telle priorité, et on amène notre posture dans ces orientations-là. Vient ensuite, d'un point de vue technologique, la rationalisation des outils. Donc ça, c'est également quelque chose qui devient intéressant, parce que si on regarde un peu la courbe d'évolution des technologies, on retrouve des acteurs de niche qui ont développé des solutions. Donc on a eu une prolifération des outils chez les clients pour telle thématique, on multiplie les outils. Aujourd'hui, on peut se rendre compte par l'évolution du marché, les acquisitions qui se font, une reconvergence de ces outils dans des plateformes unifiées. C'est un peu la tendance qu'on voit. Donc on a atteint un pic, maintenant on va rationaliser. L'idée, c'est d'essayer de diminuer le nombre d'outils différents, puisqu'après, il faut arriver à les faire communiquer les uns avec les autres. Et en termes de maintien opérationnel, c'est aussi très consommateur de temps. Donc arriver à refaire converger ces outils vers des plateformes unifiées, ça permet de vraiment arriver à restabiliser un petit peu le quotidien de chacun. C'est-à-dire que la mise à jour ne viendra pas tout casser. Et ça, c'est un peu un cauchemar. Donc comment on amène ce type-là d'accompagnement? Donc on a pu voir un petit peu ces grands enjeux, ce type de pratiques et de process qu'on va partager. On va avoir cette approche de discovery qui nous permet de voir un peu aujourd'hui pour chacun, donc accompagné de sphères. On a ce type-là d'assessment, donc c'est vraiment une forme d'interview où on va regarder un petit peu aujourd'hui sur les 4 piliers dont on parlait, où est-ce qu'on se situe. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on adresse l'automatisation? Un petit peu, pas beaucoup. Est-ce qu'on se projette? La partie visibilité, est-ce qu'on a une vue complète? Est-ce qu'on n'a pas des blind spots, des angles morts en fait? Est-ce que le cloud a été mis de côté parce que trop volumineux? Ou etc. On essaie de cartographier rapidement là où on en est et là où on souhaiterait aller. Et à partir de là, on va dérouler en fait un accompagnement qui va nous permettre de mieux qualifier le besoin et de pouvoir implémenter de façon associée à la partie technologique, qui va permettre d'accélérer cette évolution, différentes thématiques sous forme d'ateliers, sous forme d'accompagnement, comme on peut le voir là, et également de communication dans l'entreprise. Donc le but, ce n'est pas juste d'accompagner l'équipe du SOC ou l'équipe de cyber spécifiquement, c'est de pouvoir permettre à cette équipe de communiquer sur cette démarche de façon globale, c'est-à-dire d'évolution pour amener finalement pour l'entreprise une perception différente de l'activité de la cyber dans l'entreprise. De vraiment être l'acteur qui vient prémunir l'entreprise des menaces au quotidien et d'arriver à communiquer dans ce sens-là, de pouvoir dire on a pu arrêter tel type d'attaque, tel type de comportement, et pour ça, il faut avoir du temps. Arriver à mettre en place cette forme de communication dans l'entreprise pour que chacun puisse se rendre compte de l'activité souvent masquée de l'équipe au quotidien. Donc on va avoir ces différentes thématiques pour accompagner cette démarche. Et donc cette démarche, comme on peut le voir, il y a des différents acronymes que je n'avais pas cités, donc ASO, pour Autonomic Security Operation. Autonomique, le but étant effectivement de retrouver cette notion d'automatisation et d'orchestration, où ça devient de façon organique le plus vivant possible, et dans lequel en fait l'humain devient l'acteur principal pour prendre les décisions. Donc dans la démonstration qu'on a montrée, le but c'était de libérer les actions, par exemple de containment, donc bloquer un poste, mettre à jour une règle de firewall, bloquer un compte Active Directory, réinitialiser un mot de passe. Ces actions-là, qui sont des tâches répétitives, c'est des choses qu'on automatise. Par contre, la prise de décision, c'est-à-dire est-ce qu'on bloque le poste, est-ce qu'on déclenche la suite du workflow pour exécuter telle action, ça, c'est un humain qui va prendre cette décision. Et pour la prendre, il faut le contexte. Contexte qu'on amène, comme on avait pu le voir,
à travers différentes tuiles avec ces petites informations qui étaient affichées. Donc l'humain est vraiment important pour pouvoir prendre ces décisions. On lui libère le temps justement pour lui donner le maximum de contexte dans cette prise de décision. Et pour terminer, rapidement, des exemples un petit peu de ce changement qu'on peut amener d'un point de vue par exemple organisationnel. Donc là, on retrouve un découpage des différentes thématiques sous forme de skills. Donc là, on découpe un petit peu ces différentes activités et ces activités-là qu'on va distribuer à l'équipe. Et chacun va pouvoir un peu se positionner. Donc ça, c'était ce qu'on avait l'habitude de voir, ces différents rôles pour lesquels on découpe en fait ces différentes activités et du coup, on distribue ces activités dans l'équipe. Et l'équipe, du coup, devient beaucoup plus ouverte et non pas cantonnée à une certaine forme d'activité. De la même façon, et je terminerai là-dessus, la partie feedback, qui est l'élément vraiment mis de côté. Cette façon dont on va pouvoir organiser l'équipe pour permettre cette communication en interne à travers différentes connaissances. Donc là, on peut le voir, cette façon de remonter de l'information aux différents organes de l'entreprise. Et on peut voir par exemple les équipes de développement. Les équipes de développement, elles sont souvent mises un peu de côté. Mais cette connaissance que va avoir le SOC des activités, des évolutions des menaces, d'arriver à remonter cette information de façon fluide et efficace aux développeurs, c'est quelque chose qui permet de sensibiliser et d'amener le développeur à se dire effectivement, ce que je suis en train de faire peut potentiellement ouvrir des vecteurs d'attaque pour mon entreprise. Et cette forme de sensibilisation et de remontée d'informations à travers différentes connaissances, c'est des choses qui sont souvent oubliées, mises de côté, parce qu'on n'a jamais le temps en fait, de faire ce type-là d'activité. Mais c'est ce qui permet vraiment de rendre visible l'activité du SOC, de lui permettre aussi de débloquer beaucoup plus facilement des budgets, puisque du coup, ça accompagne cette démarche. Si aujourd'hui, en connaissance de la menace, on vient dire, ben là maintenant on est ciblé, on a besoin de faire évoluer nos pratiques, et ça va du coup nous demander tel type de ressources, ça devient plus facile de pouvoir justifier ce type d'évolution. Pour ça, cette partie feedback est vraiment critique. Et c'est ce type-là d'éléments qu'on va amener.